Bien, nous allons reprendre. Alors, je remarque que vous êtes un peu moins nombreux qu'hier. J'ai l'impression que c'est souvent le cas le jeudi. Alors, j'ai ma petite idée, je me dis, c'est ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder la vidéo d'hier, qui se sont dit, bon, c'est pas grave, je regarderai la vidéo d'aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est classique. Je sais bien que vous avez moins le temps que les autres pour regarder la vidéo, parce que vous n'avez qu'un seul jour. C'est la raison pour laquelle j'essaye de... Je vérifie d'ailleurs que c'est bien le cas. Voilà, si c'est bien, on est bien en live. Hein, il y a bien, oui. Ah tiens, c'est marrant, je viens de m'apercevoir qu'on peut savoir le nombre de personnes qui suivent le live. Voilà. Une, deux, bon. Non, mais c'est parce que je viens de recommencer le truc. Hein, et qu'il faut d'ailleurs 2-3 minutes avant que les gens puissent le voir. Ça va augmenter. Oui, ça augmente. Donc, mais c'est vrai que ceux qui sont du mercredi, ils ont un peu plus de temps pour regarder la vidéo que vous. Voilà, et je suis d'accord, c'est injuste. En passant, moi, je suis, bon, pour dire les choses en deux mots, je suis évidemment un peu inquiet par la situation épidémique, parce que, évidemment, je n'ai pas du tout envie de reprendre les cours à distance comme on a eu l'année dernière. D'autant plus que les TD vont commencer la semaine prochaine, et c'est surtout ça qui m'inquiète, parce qu'autant les cours à distance, les cours magistraux à distance, ça peut se faire, autant les TD en distanciel, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors je regarde tous les jours, je regarde où en est l'épidémie en Maine-et-Loire, et bon, les derniers chiffres, globalement, à l'échelle nationale, ça augmente. Hein, on arrive à des seuils extrêmement élevés. À Paris, par exemple, on est à plus de 300, un taux d'incidence de 300 pour 100 000 habitants. Ça veut dire qu'il y a, pour tous les 100 000 habitants, sur la semaine, 300 personnes testées positives. Alors, quand vous savez que Paris, c'est 2,5 millions d'habitants, d'à peu près 2 millions, on va dire, 2 millions d'habitants, ça fait 20 fois 100 000. Donc ça fait qu'à Paris, toutes les semaines, on a 20 fois 300 personnes. Donc ça fait 6 000 personnes qui sont testées positives, quoi. C'est quand même quelque chose d'important. Bon, en Maine-et-Loire, on est à 62-63. Hein, donc c'est beaucoup plus faible. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en rouge écarlate, machin truc. Et ce qui veut dire que moi, j'espère que si on reste à ces niveaux, entre, on va dire, inférieurs à 100, plus proche de 50 que 100, j'espère qu'on continuera d'avoir des cours en présentiel. Mais si, malheureusement, on devait passer au-delà de 100 ou 150, là, on verrait comme à Paris, hein, maintenant, ils sont quasiment tous en distanciel. C'est ça qui est un peu qui nous pend au nez. Donc, si je vous dis ça, c'est aussi parce que tout ça dépend, finalement, de comment est-ce que les gens dans le Maine-et-Loire vont agir. Hein. Heureusement, à Angers, on voit qu'on a une population qui est plutôt respectueuse, qui fait attention. Voilà. Donc, on n'a pas d'explosion du nombre de cas, mais pourvu que ça reste, hein, pourvu que ça dure. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. On est un peu dépendant du comportement des uns et des autres. Par ailleurs, on a eu évidemment des cas de Covid, je vous l'ai dit, hein, ici dans la faculté et dans l'université, mais globalement, pas tant de cas que ça. Voilà. C'était... je sais pas, il doit y en avoir... il y en avait une dizaine il y a quelques temps, donc maintenant peut-être qu'on en est à 20, mais ça reste pas énorme sur les 20 000 étudiants de l'Université d'Angers. Donc ça aussi, c'est plutôt un bon chiffre. Si jamais on devait avoir une multiplication des cas dans l'université, soyez sûr que le préfet il fermerait la fac, et donc, ou la faculté, hein, ça peut se faire aussi dans la faculté. Alors le problème, c'est que parfois les gens se contaminent à la fac, parfois ils se contaminent à l'extérieur de la fac, et on ne peut pas le savoir en fait. Donc il faut faire attention, évidemment, à l'université, mais aussi chez vous. Voilà. Je sais que c'est pas très marrant, mais vous pourrez faire ce que vous voudrez l'été prochain. Pour l'instant, il faut essayer d'éviter de fermer la fac. Enfin, en tout cas, je préférerais. Voilà. Surtout que je vais faire des TD d'IAE et que je n'ai pas envie du tout de les faire à distance. Bon. Alors, reprenons le raisonnement de Ricardo. Donc, je vais dire, Ricardo, il a un objectif politique. D'accord ? Il veut montrer que les lois protectionnistes, les lois qui interdisent d'importer des céréales si le prix des céréales augmente, si les prix baissent, pardon, il veut démontrer que ces lois sont absurdes
et vont contribuer à empêcher la croissance économique. Et pour essayer de développer son argument, il va raisonner donc en 3 étapes. C'est un raisonnement qui va nécessiter trois étapes de raisonnement. La première, c'est un constat qui est que les terres sont de fertilité différentes. Les terres sur lesquelles on cultive les céréales, nous dit Ricardo, n'ont pas toutes la même capacité à produire des céréales à un coût faible. Alors, c'est-à-dire concrètement que certaines terres vont avoir de très bons rendements, c'est-à-dire qu'elles vont produire beaucoup à l'hectare, et puis d'autres vont avoir des rendements plus faibles et vont produire moins à l'hectare. Mais il faut aussi penser qu'on pense en termes de coût ou en termes de rendement à l'hectare, mais c'est une caractéristique à la fois de la terre, mais c'est aussi une caractéristique non pas simplement de la physique de la terre elle-même, mais aussi par exemple de l'emplacement où se trouvent les terres agricoles. Des terres qui sont à 100 km des lieux de consommation nécessiteront forcément un coût de transport qui va forcément rendre le blé plus coûteux et donc en quelque sorte participer à la fertilité de la terre. Quand je parle de fertilité, ici je parle de fertilité au sens économique du terme. Donc il faut regarder à la fois la qualité intrinsèque de la terre, sa capacité à produire des céréales, mais il faut aussi mesurer derrière la fertilité intrinsèque aussi l'emplacement de cette terre, la facilité d'acheminement des céréales jusqu'au lieu de consommation. Donc on a en fait, si on prend les 2 aspects, c'est-à-dire à la fois la qualité intrinsèque de la terre et puis le lieu où elle se trouve, et donc les coûts de transport, eh bien on va avoir toute une série de terres qui seront de fertilité toutes différentes, qui seront d'intérêt économique toutes différentes. Il y a des terres qui seront très intéressantes parce qu'elles sont proches de Londres, par exemple, ou des grandes villes anglaises, et qu'elles sont en plus de bonne qualité. Puis on va avoir des terres qui seront éloignées, qui seront de mauvaise qualité. Dans ce contexte, nous dit Ricardo, il est évident que les terres les plus fertiles, celles qui sont le plus rentables d'un point de vue économique, vont être cultivées en premier. Et puis, les moyennement fertiles seront cultivés ensuite. Et puis, les peu fertiles seront cultivés tout à la fin. Alors ça, c'est la première réflexion. Si on range les terres de la plus fertile à la moins fertile, et qu'on estime la fertilité au coût de production de la tonne de blé, par exemple, ou du quintal de blé. Combien est-ce que coûte de produire un quintal de blé sur cette terre, sur cette autre, et puis encore sur la dernière? Eh bien, on va voir, si on les place comme en fertilité croissante, on va voir que les premières terres seront celles où le coût est le plus faible, et puis progressivement, plus on va cultiver des terres, plus on va mettre en culture de nouvelles terres, plus le coût de production du blé sera plus important. Cette réflexion, en fait, elle s'intègre à une réflexion plus large qui est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants et qui dit la chose suivante. La loi des rendements décroissants dit la chose suivante. Plus on produit un bien, plus le coût unitaire de production augmente. Les rendements sont donc décroissants. Ici, dans le cadre des céréales, les rendements sont décroissants parce qu'on va mettre en culture, pour produire davantage de céréales, on va mettre en culture des terres qui vont être toujours moins fertiles que la moyenne, et donc on va faire augmenter le coût de production des nouveaux quintaux de céréales. Alors on appelle ça aussi le coût marginal croissant. Vous pouvez marquer ça aussi. La loi de rendement décroissant implique un coût marginal croissant. Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Vous aurez l'occasion de revoir cette notion. On va la revoir dans le chapitre 5, je crois, mais vous pouvez la noter directement. La loi des rendements décroissants, c'est une loi qui stipule que le coût marginal augmente, c'est-à-dire le coût de la dernière unité augmente. Et ça, c'est intrinsèque à l'idée que les terres sont de fertilité différente. Comme elles sont de fertilité différente, on va cultiver d'abord les plus fertiles, donc à la fin, il ne nous reste que les moins fertiles. Donc plus on va augmenter la production de céréales, plus on va mettre en culture des terres moins fertiles, et plus le coût de production du quintal de céréales va être élevé. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas très compliqué à comprendre d'un autre côté, mais si vous ne comprenez pas cette étape, vous n'allez pas comprendre les suivantes. Deuxième étape, l'unicité du prix de marché. Le blé, qu'il soit coûteux ou pas à produire, il a exactement la même qualité.
c'est exactement la même graine, c'est la même chose. Il n'est pas meilleur parce qu'il est moins coûteux ou il n'est pas meilleur parce qu'il est plus coûteux. C'est le même produit. Donc, il n'y a pas de raison de vendre plus cher un blé qui a été produit avec des coûts supplémentaires. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul prix de marché. Ce qui implique une chose. Puisqu'il n'y a qu'un seul prix de marché, à quel niveau doit être le prix du blé pour qu'on cultive suffisamment de blé pour nourrir la population? Il faut qu'il soit au minimum égal au coût de production de la terre la moins fertile, mise en culture. Vous êtes d'accord? Si on a des terres, je prends un exemple là aussi chiffré. Imaginez que vous ayez des terres où le coût du quintal de blé, je dis n'importe quoi, c'est 2 livres sterling. Les terres moins fertiles, c'est 2,1, 2,2, 2,3, etc. Vous mettez en culture les 5 terres les plus fertiles. Donc vous avez un coût de 2, de 2,1, de 2,2, 2,3, 2,4. Ça fait 5. Le prix du blé, à quel niveau il faut qu'il soit? Forcément, il faut qu'il soit à un niveau qui permette de mettre en culture la terre où le prix du blé est à 2,4 livres par quintal. Donc le prix, s'il est à 2,3, on ne mettra pas en culture la dernière terre. S'il est à 2,2, on ne mettra pas en culture les terres à 2,3 et 2,4. Et même, on n'est même pas sûr de mettre la terre à 2,2, parce que près de tout, on ne gagne rien à produire du blé à 2,2, alors que le prix, c'est 2,2. Donc le prix, il faut qu'il soit au moins à 2,4, voire on peut penser à 2,5 livres. Et là, vous allez pouvoir produire sur les 5 premières terres, pardon. Bon, si maintenant vos populations s'accroissent, il va falloir, de ce fait, qu'on mette en culture de nouvelles terres. Mais toutes les nouvelles terres qu'on est capable de cultiver ont forcément un coût de production du blé qui sera supérieur, puisqu'on a cultivé toutes les meilleures. Donc il nous reste les moins bonnes. Donc forcément, si on met en culture de nouvelles terres, on va passer à 2,5, 2,6, etc. Et donc ça veut dire qu'il faudra que le prix du blé il augmente. Autrement dit, de par le principe d'unicité du prix de marché, plus vous avez des terres des mises en culture qui augmentent, plus il faut augmenter le prix du blé pour que le prix du blé parvienne au minimum à compenser le coût de production du blé sur la terre la moins fertile qui est mise en culture. Que va devenir la rente dans ce cas-là? Qu'est-ce que c'est que la rente? En fait, Smith, je l'ai dit tout à l'heure, il disait la rente, fait partie du prix naturel, du prix réel du blé. C'est-à-dire c'est une composante du prix. Mais Ricardo, lui, il n'est pas d'accord avec ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas d'accord avec ça parce qu'en réalité, ce n'est pas le niveau de la rente qui détermine le prix, c'est en fait le prix qui détermine le niveau de la rente. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que c'est la rente qui détermine le prix, qui est composante du prix, c'est le prix qui détermine la rente. Alors pourquoi? Reprenons l'exemple que je viens de citer. Le propriétaire de la terre la plus fertile, celle qui coûte 2 livres par quintal de blé à produire. Si le prix du blé était au moins de 2,5 pour permettre à tous les 5 premières terres d'être mises en culture, ça veut dire que lui, sur chaque quintal de blé qu'il produit, il va gagner 0,5, enfin une demi-livre de rente, enfin de profit en quelque sorte. Mais en fait, lui, il ne va pas toucher le profit parce qu'il ne fait que vendre sa terre. Ce qu'il touche, c'est un loyer de la terre et l'agriculteur, il sera prêt à payer 0,5 de loyer pour avoir cette terre. Il ne pourra pas payer plus, parce que plus, ça veut dire qu'il fera une perte, mais il n'y a aucune raison pour que le propriétaire qui est en situation de monopole ne parvienne pas à vendre, à louer sa terre au prix qui correspond finalement à la marge de l'agriculteur. L'agriculteur sera prêt à payer, il sera capable de payer, donc il finira par payer l'équivalent de sa marge au propriétaire foncier. Le deuxième propriétaire, celui qui a la terre un peu moins fertile, qui coûte 2,1 livres par quintal, lui, eh bien, il va bénéficier quelque part d'un prix du blé à 2,5. Et cette fois-ci, ça veut dire que l'agriculteur, il pourrait théoriquement faire 0,4 de profit, mais ce profit va être entièrement accaparé par le propriétaire de la terre, qui va pouvoir imposer une rente, puisqu'il va mettre en concurrence, on va dire, les agriculteurs, et puis il va prendre celui qui sera capable de payer le plus. Comme c'est la terre qui est plus fertile, c'est lui qui va récupérer la rente. Le troisième propriétaire foncier,
eh ben, lui, il va récupérer 0,3 livres de rente. Et donc, on va voir que la rente va se caler au niveau de la différence entre le coût de production de la terre et le prix de marché. Le dernier propriétaire de terre, il va avoir très peu de rente, puisque la terre ne sera pas assez fertile pour produire beaucoup de rente. Si on réfléchit comme ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on ajoute de nouvelles terres, qui sont donc forcément moins fertiles que les précédentes, le prix du blé va devoir augmenter, ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc le niveau de la rente touché par les propriétaires qui ont les terres les plus fertiles ne va cesser d'augmenter. C'est ainsi, nous dit Ricardo, en raison de l'hétérogénéité des terres, du fait qu'il y en a qui sont fertiles et d'autres non, et du fait que à chaque fois qu'on va vouloir produire davantage de blé, on est sur une loi des rendements décroissants, c'est-à-dire que le coût de production va augmenter, le coût de production marginal va augmenter, et bien on va se retrouver à une situation où il faudra que les prix ne cessent d'augmenter, et plus les prix vont augmenter, plus le niveau de la rente va être élevé. Alors là aussi, il faut bien comprendre que tous les propriétaires des terres, c'est la conséquence de ce que je viens de dire, ne touchent pas la même rente. Ça dépend de la fertilité de la terre. Ceux qui ont des terres très fertiles, ils vont toucher une forte rente. Ceux qui ont une terre moyennement fertile vont toucher une moyenne rente. Et puis ceux qui ont des terres les moins fertiles, ils ne vont rien toucher du tout, quasiment rien. Parce que leur terre ne sera pas assez fertile pour qu'ils gagnent, pour que l'agriculteur puisse faire une marge et rendre cette marge aux propriétaires de la terre. Autrement dit, et c'est la troisième idée, la terre n'est pas un vrai facteur de production, dans le sens où la rente qui détermine, ce n'est pas donc la rente qui détermine le prix du blé, mais le prix du blé qui détermine la rente. Et la rémunération du propriétaire consiste donc en un détournement de la richesse produite par l'activité économique. C'est ça la conséquence. C'est-à-dire, concrètement, les propriétaires fonciers bénéficient d'une rente qui est la conséquence du prix élevé. Et les prix élevés sont juste la conséquence du fait qu'on a mis en culture de nouvelles terres. Mais d'où vient cet argent ? Cet argent, il est payé par l'agriculteur. Mais finalement, l'agriculteur, lui, il le récupère comment ? Sur le prix de marché. Mais le prix de marché, il s'élève. Qui paye les prix du blé plus importants ? Ce sont les ouvriers qui vont devoir s'alimenter. C'est l'ensemble des gens qui va devoir payer plus cher le blé. Mais si les ouvriers payent le blé plus cher, ça va signifier qu'il va falloir qu'ils aient des salaires plus élevés. Et au final, en bout de chaîne, nous dit Ricardo, celui qui va finalement payer la rente, ce n'est pas vraiment l'ouvrier, c'est surtout le capitaliste, qui va voir son profit s'amenuiser au fur et à mesure qu'il va devoir payer des salaires plus élevés pour compenser les coûts du blé et les coûts des céréales qui vont eux aussi augmenter. On a donc ici une opposition fondamentale d'intérêts entre les propriétaires fonciers, les lords, souvenez-vous, et les capitalistes, les entrepreneurs et les manufacturiers qui touchent le profit. Voici ce que dit Ricardo, l'intérêt du propriétaire foncier est toujours en opposition avec celui du consommateur et du manufacturier. Il est de l'intérêt du propriétaire foncier que les frais de production du blé augmentent, ce n'est pourtant pas là l'intérêt du consommateur qui voudrait que le blé fût toujours à bas prix. Il n'est pas non plus celui de l'intérêt du manufacturier que le blé soit cher, car la cherté du blé amène celle des salaires sans amener celle des marchandises. Vous voyez, c'est très clair. Alors il parle du consommateur, oui, tous les consommateurs, mais en réalité, ceux qui vont le plus embêter la croissance économique, c'est les ouvriers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les ouvriers ils n'ont aucune marge de négociation sur leur salaire, mais il faut bien les nourrir, eux au minimum, et il faut bien aussi qu'ils puissent nourrir leurs propres enfants. Et donc, si les prix du blé augmentent, il va bien falloir qu'on augmente les salaires, sinon on ne va pas pouvoir reproduire la force de travail. Alors, ce raisonnement, il permet à Ricardo de contredire la vision optimiste de Smith, lorsque Smith disait « Rassurez-vous, on va avoir une croissance économique, cette croissance économique va produire l'abondance chez tout le monde, chez le peuple et chez le souverain. » C'est un peu ça que Smith dit dans sa définition de l'économie politique. Et Ricardo dit « En fait, ce n'est pas si sûr, il n'est pas si certain que la croissance soit infinie. » En fait, pour essayer de réfléchir sur les limites de la croissance, il va reprendre le principe de population de Malthus qu'on vient de voir. Que dit Malthus ? Souvenez-vous, il dit que quand les pauvres s'enrichissent, ils procréent davantage, ils ont un instinct de procréation et ils vont faire plus d'enfants.
Ce qui signifie, autrement dit, que plus la société s'enrichit, globalement, plus la croissance démographique va être importante. Donc si on réfléchit à cette idée de croissance économique et qu'on intègre la théorie de Malthus, qui est que la croissance de la population est toujours exponentielle et les gens ont un instinct de procréation qui fait que dès qu'ils le peuvent, ils vont faire des enfants, alors on conçoit que plus un pays sera riche, plus les habitants de ce pays seront riches, plus la croissance démographique sera élevée. Bon, qu'est-ce qui va se passer si la croissance démographique s'élève? Il faudra nourrir cette population. Comment va-t-on faire? Eh bien, logiquement, on va devoir mettre en culture de nouvelles terres. Mais le fait qu'on mette en culture de nouvelles terres va forcément signifier qu'on va mettre en culture des terres moins fertiles, avec un coût de production plus élevé. Ce qui va engendrer une hausse des prix du blé et faire diminuer les profits et augmenter la rente. Okay. Donc la croissance économique se traduit en fait en état stationnaire, puisque plus on investit, plus on s'enrichit. Voilà, c'est le principe de la croissance de Smith. Plus on s'enrichit, plus on se reproduit. Ça, c'est le principe de la population de Malthus. On a plus d'enfants. Plus on se reproduit, plus on doit mettre en culture de nouvelles terres. Or, les terres qu'on met en culture sont les moins fertiles, puisqu'on a déjà mis en culture les plus fertiles. Ça, c'est le principe de Ricardo, la première étape du raisonnement. Mais comme ces terres-là qu'on met en culture doivent tout de même être rentables, il va bien falloir que le prix du blé augmente. Ça, c'est l'unicité du prix. Cette augmentation du prix du blé va donc se traduire par une hausse des salaires, une hausse du coût de la vie, on pourrait dire comme ça, d'abord une hausse du coût de la vie pour les ouvriers, qu'il faut compenser par de meilleurs salaires. Ces meilleurs salaires vont réduire le profit. Or, c'est la petite étape que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Or, si les profits diminuent, l'incitation à investir va elle-même diminuer. Si vous faites plus de profit, quel est l'intérêt d'acheter de nouveau capital? La baisse du profit, nous dit Ricardo, va finir par entraîner un arrêt ou un blocage de l'investissement. Et donc on va se retrouver à un investissement qui va finir par tomber à zéro le moment où les profits seront à zéro. Lorsque les profits sont à zéro, l'accumulation du capital s'arrête et dans ce cas-là, on arrive à l'état stationnaire. Là, je vous ai remis un peu de Smith, le tableau qu'on a vu l'autre jour, hier je crois, sur l'idée de croissance économique chez Smith. Ce qui est au cœur de la croissance économique, il y a l'accumulation de marchandises, je l'ai dit, et l'accumulation surtout du capital. Or, on accumule le capital parce qu'on investit. Pourquoi est-ce que les industriels investissent? Parce qu'ils peuvent récupérer du profit. Mais si le profit faiblit, ils vont moins investir. Et quand le profit sera égal à zéro, ils vont arrêter d'investir. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de croissance. Autrement dit, l'opulence de la population, si je redis encore les mêmes choses, c'est pour vous permettre de renoter, de bien comprendre. Le fait qu'on ait une croissance économique va entraîner une croissance démographique. Cette croissance démographique va entraîner une croissance de la mise en culture de nouvelles terres, qui va forcément entraîner, je fais rapide, une hausse du prix du blé, qui va entraîner du coup une baisse des profits, donc une baisse du niveau d'investissement, une baisse de la croissance. Et la croissance va tendre progressivement vers zéro. Bon, mais souvenez-vous, quel est l'objectif de Ricardo? L'objectif de Ricardo, c'est de lutter contre les mesures protectionnistes qui empêchent les importations de céréales. Donc il va nous dire la solution après avoir évoqué le problème. Si on veut lutter contre l'état stationnaire, nous dit Ricardo, eh bien il faut supprimer les restrictions à l'importation de blé. Il faut abroger les corn laws. Parce que si vous voulez éviter la baisse du profit et donc la disparition de la croissance, eh bien il faut permettre d'avoir un prix du blé faible et donc vous êtes en train de faire l'inverse en imposant des restrictions commerciales lorsque les prix du blé diminuent. Les prix du blé qui diminuent, c'est une bonne chose pour l'économie. Ça permet de favoriser l'investissement et la croissance économique, puisque ça permet d'augmenter les profits. Bon, alors c'est pas un raisonnement facile que je viens de vous faire,
vous aurez l'occasion, en plus je suis enregistré, donc si vous n'avez pas compris ce week-end, vous pourrez réécouter. Vous pouvez aussi aller bien sûr dans des manuels, hein, parce que c'est un raisonnement très classique, le raisonnement de Ricardo. Je suis sûr que si vous cherchez dans Google, vous allez trouver ce raisonnement quelque part. Ce que j'aime bien dans ce raisonnement, c'est que c'est vraiment un pur raisonnement d'économiste. Concrètement, on a ici les causes et les effets. Hein, on suit toute la chaîne. Et ce qui est, je trouve, assez génial dans ce raisonnement de Ricardo, c'est qu'on utilise tout. On utilise, on utilise Malthus, on utilise Smith, on utilise toute l'architecture théorique des classiques. Et puis finalement, on arrive à quoi? On arrive à une recommandation politique. Donc ça aussi, c'est magique. C'est-à-dire que concrètement, je vous l'ai dit, l'économie, c'est une science normative. Ça dit ce qu'il faut faire. Ça trouve des solutions. C'est censé trouver des solutions. Mais là, vous avez un énorme raisonnement économique qui arrive à une solution. Et donc, voilà, qui va chercher en fait à argumenter politiquement pour prendre fait et cause pour une question politique. Alors, Ricardo va aussi s'opposer aux lois sur les pauvres, hein, de la même façon que Malthus, pour les mêmes raisons. Et parce que, bien sûr, là aussi, on peut avoir le raisonnement similaire sur la loi sur les pauvres. Là, je ne vous l'ai pas fait, mais globalement, qui dit loi sur les pauvres et augmentation du nombre de pauvres, dit augmentation de la taxe sur les pauvres. Et ça va rendre les entreprises moins profitables et donc diminuer l'investissement. Ce raisonnement de Ricardo, c'est encore le raisonnement qu'on a aujourd'hui, hein, quand Macron nous dit eh bien, il faut baisser les impôts de production des entreprises. Pourquoi il dit ça? Parce que comme ça va favoriser l'investissement. Il dit bien un peu la même chose, hein, baisser le coût de l'entreprise, augmenter le profit pour attirer des investisseurs chez nous et pour faire en sorte d'avoir davantage d'investissement, de croissance et d'emploi. C'est le même type de raisonnement. Donc Ricardo, quelque part, il invente une manière de penser, une manière de construire un raisonnement économique pour servir des intérêts politiques. Et tout cela, c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, en général, quand on fait de l'économie, on défend des options politiques. Alors, vous voyez donc ce que je vous ai dit, hein, à la base, c'est que les économistes prennent position dans le débat politique et en réfléchissant sur la croissance, ils ont tendance à susciter des revendications, notamment pour aider les pauvres, parce que s'il y a croissance économique, alors il faut aider les pauvres. Et donc, quelque part, parfois, ils sont un peu embêtés par ces conclusions-là, et donc ils vont aussi, en même temps, contester la croissance. Et c'est ce que fait Malthus, et surtout ce que fait Ricardo, en montrant que certes, il y a une croissance, certes, on peut s'enrichir collectivement, mais attention, cette croissance a des limites. Si on s'enrichit trop, on va mettre en culture de nouvelles terres qui vont être moins rentables, moins fertiles, on va augmenter la rente, on va baisser le profit, etc. etc. Je ne vous le refais pas tout entier, hein, mais finalement, on voit bien ici que l'idée de croissance, elle est contestée par les économistes. Hein. Tout ça aussi, c'est pour revenir sur l'objet de ce cours, hein, ce chapitre, c'est de dire, est-ce que vraiment les économistes, ils sont aussi intoxiqués que cela de l'idée de croissance? On voit que oui et non, quoi. En fait, la question de la croissance est beaucoup plus ambiguë chez de nombreux économistes. Dernier économiste dont je voudrais parler, alors c'est plus qu'un économiste, hein, c'est un philosophe, c'est un politologue, c'est un sociologue, c'est un historien et c'est aussi un économiste, c'est Karl Marx. Alors Karl Marx, c'est comme Ricardo, mais j'ai envie de dire presque en pire, c'est-à-dire que lui vraiment, il crée une théorie économique au service enfin comme Ricardo d'ailleurs quelque part, mais lui il le fait de manière encore plus explicitement, c'est-à-dire qu'il a l'intention, d'inventer une théorie économique qui soit au service de la classe ouvrière. Il a un but politique. Si vous avez eu l'occasion de regarder le film que j'ai beaucoup aimé personnellement, Le jeune Marx, c'est un film qui est sorti il y a quelques années, qui montre Marx dans sa jeunesse. Et c'est très amusant parce qu'on voit bien que sa jeunesse, quand il était étudiant, c'était un militant, quoi. Hein, c'était quelqu'un qui écrivait des articles, des pamphlets, qui du coup, c'était un agitateur en quelque sorte. Il faisait de la politique activement. Il écrivait, voilà, je vous dis, des pamphlets dans des journaux, etc. Et du coup, il se fait expulser d'Allemagne. Hein, il arrive en France. Là, pareil, hein, il milite encore. Il est avec Proudhon. Enfin, il est en fait contre Proudhon, mais en même temps, il fait partie du même mouvement communiste. Et alors, on l'appelait pas vraiment, c'est la Ligue des Justes. Hein, ça s'appelait comme ça. C'est ensuite devenu le Parti communiste. Il se fait expulser de France. Il va en Belgique.
Et puis ensuite, il s'est expulsé de Belgique, il va en Angleterre, à Londres, c'est là qu'il va mourir. Donc il n'a cessé en fait de militer toute sa vie, et il a donc construit une théorie économique au service de son militantisme. Donc voilà, donc, de la même façon que Ricardo a construit une théorie au service d'un débat politique sur le protectionnisme, eh bien Marx va construire une théorie au service de ce qu'il appelle le prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers, la classe ouvrière. Alors lui-même n'est pas un ouvrier, c'est un intellectuel, c'est un étudiant. Alors il n'avait pas beaucoup d'argent, parce que forcément, être un militant professionnel, ça ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il se faisait aider de son ami Engels, qui lui était le fils d'un industriel anglais, et qui donc pouvait financer en grande partie les travaux de Marx. Engels était son ami, son mécène, on dit, il donnait de l'argent à Marx pour qu'il vive. Il l'aidait aussi à publier ses livres et ses articles. Alors, le marxisme, il est un peu postérieur à Ricardo. Marx est un peu postérieur à Ricardo. Il meurt en 1883. Je crois que je vous ai mis on peut revenir. Souvenez-vous les dates de Marx. C'est 1818, 1883. Donc ça veut dire que Marx, il naît un an après que Ricardo publie son traité d'économie. Je n'avais pas vu ça, c'est pas grave. Donc il n'a jamais connu Ricardo, mais il a beaucoup lu Ricardo, et voilà, je le mets là, et il répond lui à des questions qui sont plus celles du début du XIXe siècle, mais plutôt celles du milieu du XIXe siècle, milieu et fin. En gros, on va dire qu'il va se révéler Marx aux yeux du monde en 1848, donc il a 30 ans. Où il publie le manifeste du Parti communiste à ce moment-là. Donc, en gros, c'est aussi au moment où il commence à prendre le pouvoir dans le Parti communiste. D'ailleurs, c'est ça qui est expliqué dans le film Le jeune Marx, comment il prend le pouvoir avec Engels dans le Parti communiste. Et donc, il publie le manifeste du Parti communiste en 1848. Et ensuite, il va davantage travailler et produire une œuvre. Évidemment, son œuvre principale, c'est le Capital, dont seul le premier tome est publié de son vivant. Les autres, ils sont publiés par Engels, qui travaille à partir de ses notes. Ça répond en fait à la question sociale. C'est-à-dire que globalement, la pensée de Marx répond au problème politique, là aussi, de son époque, qui est l'émergence d'une classe ouvrière, l'émergence de contestation sociale, l'émergence d'une période révolutionnaire. Et 1848, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qu'on appelait le printemps des peuples, c'est-à-dire des révolutions partout en Europe, qui sont liées en fait à la hausse du prix du pain, des produits alimentaires, hausse des prix des produits alimentaires qui sont eux-mêmes liés au mildiou, c'est-à-dire à l'apparition d'un champignon qui va à la fois détruire les vignes et détruire les récoltes de pommes de terre en Irlande. Il va y avoir la grande famine de pommes de terre à ce moment-là. Et en même temps, il va y avoir un hiver très pluvieux qui va diminuer beaucoup les rendements du blé partout en Europe. Et donc, on va avoir des émeutes qui vont éclater partout en Europe et qui vont se transformer en révolution. Alors, en France en particulier, on a la révolution de 1848 qui met à bas la monarchie de Juillet et qui crée la Deuxième République, qui ne va pas durer très longtemps, parce qu'ensuite, il va y avoir un coup d'État, le coup d'État de Napoléon III, qui va du coup succéder à la Deuxième République avec le Second Empire, qui s'arrête jusqu'en 1870 et la défaite de l'Allemagne. Donc ça, c'est le contexte un peu français. Mais globalement, Marx, qui lui est allemand, lui, il s'intéresse à la manière dont les révolutions se produisent et donc à la question sociale. Et il y a une raison pour laquelle les révolutions arrivent très souvent au 18-19e siècle. Alors, en passant outre la révolution de 1848, on a aussi la révolution de Juillet en 1830 en France, qui va mettre à bas la monarchie de Louis XVIII. Et puis on a 1870, à la Commune de Paris, après la défaite justement de Sedan, après l'invasion des Allemands par les Allemands de la France, on a donc des communes, des révoltes populaires qui éclatent dans les villes. Alors justement, ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le 19e siècle, c'est un siècle qui devient beaucoup plus urbain, où la taille des villes augmente, parce que l'industrie vide en partie les campagnes, alors pas complètement, mais en partie.
Donc, ces populations qui arrivent dans les villes, c'est une population qui est une population ouvrière, qui est très pauvre, mais qui, du coup, régulièrement se révolte, soit avec des grèves sauvages, soit avec des manifestations qui peuvent entraîner des changements de régime. Alors pourquoi est-ce que ce peuple se concentre dans les villes? Eh bien parce qu'on voit apparaître l'usine qui va succéder à la manufacture et qui se distingue de la manufacture du fait que dans une usine, il y a une machine à vapeur, c'est-à-dire un instrument de production d'énergie mécanique. La manufacture, c'est juste un énorme atelier en quelque sorte. C'est un endroit où on va tisser, on va faire du verre, on va faire. Donc c'est globalement, on a des artisans en quelque sorte qui travaillent côte à côte. C'est ça un peu la manufacture. L'usine, c'est beaucoup plus concentré. On a une machine à vapeur, donc un endroit où on produit de l'énergie mécanique, et à partir de cette énergie mécanique, on va produire mécaniquement donc une production industrielle dans laquelle les ouvriers vont s'atteler, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre sur la machine et ils vont produire avec la machine. Donc ils ne sont plus des artisans, ce sont donc des ouvriers, et ils sont totalement dépendants du capital amené par l'entrepreneur qui a lui-même acheté les machines. Cette usine, elle va entraîner des grandes concentrations d'ouvriers, d'où l'importance d'avoir des grandes villes. Et la taille des usines ne va cesser d'augmenter au cours du XIXe siècle. Au début, on a des petites usines à quelques dizaines de personnes, et puis très vite, au fur et à mesure du siècle, on va avoir des gigantesques usines. Et donc, le problème de l'usine, c'est qu'elle suppose, ça aussi je le disais, non, je ne sais pas si c'est avec vous je l'ai dit, mais si c'est avec vous, en tout cas hier je l'ai dit, une dissociation entre le management donc l'organisation d'un côté et l'organisation, et le travail de l'autre. C'est-à-dire qu'on va dissocier de plus en plus. J'avais dit, c'est déjà le cas quand Smith parle de la manufacture d'épingles, mais en fait tout cela va être de plus en plus important au fur et à mesure que le travail va se concentrer, qu'on va passer de 10-20 ouvriers, ce qui était le cas à la manufacture d'épingles de Smith, il y a une dizaine d'ouvriers. Quand on passe à 100, 200, 500, 1000, plusieurs milliers d'ouvriers, là, la question de l'organisation du travail devient bien plus importante et ça devient bien plus complexe à gérer, tous ces ouvriers. Et ces ouvriers, comme ils sont nombreux, ils peuvent faire la grève, ils peuvent prendre l'usine, et ils peuvent... il faut trouver des moyens de les empêcher de se révolter. Les lois sociales, au départ, sont extrêmement restrictives. Elles vont interdire la grève, interdire le syndicalisme, interdire toute forme de contestation. Mais au bout d'un moment, les ouvriers sont tellement nombreux dans les usines que ça devient de plus en plus difficile à appliquer. Et donc, toute grève peut devenir révolutionnaire. Et dès le Second Empire en France, des années, je crois, 1863, on va autoriser la grève, puis autoriser les syndicats. Ça, c'est la Deuxième République, la Troisième République qui va l'autoriser. Puis progressivement, on va accorder des avantages aux ouvriers, la journée de 8 heures, les congés payés, etc. Pour, quelque part, simplement parce que le rapport de force va progressivement basculer du côté des ouvriers. Concrètement, ils sont tellement nombreux, ils peuvent faire des révolutions, ils peuvent mettre à bas un certain nombre de régimes. Donc, il faut quelque part faire des concessions. Et en France, concrètement, en Allemagne, c'est pareil, on fait des concessions énormes. On met en place un système de retraite. C'est Bismarck qui fait ça dans les années 1880. Donc, les ouvriers commencent à gagner des droits sociaux. Alors, tout cela, c'est pour vous décrire un peu l'effervescence qu'il y avait au XIXe siècle et le basculement progressif d'un système au début du XIXe siècle où les ouvriers n'étaient vraiment rien, ils n'avaient aucun droit. Ça, on est encore au temps de Smith. Ils sont peu nombreux, ils sont en quelque sorte très maltraités, à un système où, de fait qu'ils sont de plus en plus nombreux, de fait qu'ils se concentrent dans les villes, que les villes sont aussi les lieux de pouvoir, et les lieux de création de richesses économiques, il faut commencer à les traiter un peu mieux pour réussir à éviter les révoltes et les révolutions. Alors une chose qu'il faut bien comprendre ici, je reprends un peu la diaporama du cours là, c'est que l'usine va profondément transformer l'ensemble de la société. Alors, premièrement, c'est qu'elle va faire disparaître l'artisanat. Clairement, l'artisan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui possède son propre outil, qui parvient à produire des marchandises tout seul avec son capital à lui. Pourquoi il possède son capital? Parce que le capital, il n'est pas très coûteux.
Donc on peut facilement filer de la laine, par exemple, avec un rouet, qui est une machine assez simple et qui est disponible pour tout le monde. Donc, premièrement, donc, il a son propre outil. Deuxièmement, il peut travailler tout seul. Donc, il n'a pas besoin vraiment d'organisation. Quand on commence à inventer la machine à vapeur, alors on invente quelque chose qui est d'abord très coûteux. La machine à vapeur, c'est très coûteux. C'est bien au-delà de ce que peut payer un ouvrier. Deuxièmement, pour que ça soit efficace, la machine à vapeur, il faut qu'il y ait plusieurs ouvriers qui travaillent à côté. Donc on est obligé de passer d'un système de production où chaque ouvrier a son outil et avec son outil produit quelque chose, à un système où maintenant vous avez un outil extrêmement performant mais très très cher, que les ouvriers ne peuvent plus acheter, et par ailleurs qui nécessite une équipe de travail et plus simplement une personne seule. C'est là que l'usine, parce qu'elle change, enfin la machine à vapeur, parce qu'elle change la manière de produire, va avoir énormément de conséquences. Première conséquence, tous ceux qui n'ont pas de machine à vapeur disparaissent parce que concrètement ils sont plus rentables. Ce que fait la machine à vapeur, c'est qu'elle réduit le coût de production et elle permet de produire en masse. Donc, conséquence de ça, les prix du marché diminuent et ceux qui travaillaient avec sur leur propre temps de travail, avec leurs propres outils, ben, ils ne sont plus assez efficaces. En quelque sorte, ils ne vendent plus assez cher pour que ça soit rentable de continuer de travailler. Donc tout l'artisanat, par exemple le filage manuel de la laine, disparaît progressivement. Ce filage donc disparaissant, eh bien, on va mettre au chômage plein d'ouvriers qui travaillaient de manière comme des artisans, de manière isolée dans les campagnes. Et ces ouvriers qui vont plus perdre leur capacité de produire, ils n'auront pas les moyens d'acheter de machines à vapeur, ils n'auront pas les moyens de se lancer eux-mêmes dans une production industrielle parce que ça sera hors de leur portée en termes d'achat, de coût d'achat. Donc ils vont quelque part aller dans les villes, partir des campagnes, aller dans les villes, et là se trouver à s'employer en tant qu'ouvriers dans des conditions qui seront extrêmement dégradées, parce qu'ils n'auront plus la capacité de décider quoi que ce soit, ils sont plus autonomes, ils ont plus de capital à eux, et ils sont payés une misère, parce qu'il y en a plein comme eux qui attendent aussi derrière pour travailler. Donc cette concentration de la main-d'œuvre va, dans les villes, va entraîner à la fois un exode rural, la disparition du travail artisanal, du travail à domicile, et la concentration de personnes qui sont très pauvres, qui sont en général très peu instruites, qui savent souvent ni lire ni écrire, et qui vont chercher à trouver des employeurs en n'ayant aucun pouvoir de négociation vis-à-vis d'eux, et donc ils vont être payés le moins possible. Et toute cette population, c'est elle qui va construire ce qu'on appelle la classe ouvrière. La classe ouvrière, c'est la classe de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de se faire embaucher pour trouver du travail et survivre. On comprend bien, quand on décrit un peu cette situation, que la transformation du travail auparavant, je vous dis, dans les campagnes, sous forme de travail domicile. Alors, on peut penser à cette personne qui va, après les travaux des champs, faire tourner le rouet, c'est-à-dire souvent des femmes, et qui va filer la laine qu'elle a tondue sur ses propres moutons. Bon. Cette personne, finalement, comme ça, elle a un petit complément de revenu. En fait, c'est d'abord un agriculteur, mais elle va en plus gagner un peu d'argent en vendant à des marchands itinérants le fil qu'elle a produit avec la laine de ses propres moutons et qu'elle a produit elle-même. Bon. Lorsque on a des machines à filer mécaniques, le prix d'achat de ces fils paysans s'effondre, et donc ils ne peuvent plus vendre leurs fils, et certains ne peuvent plus donc avoir d'activité économique, sont obligés de vendre le peu de terre qu'ils ont, et quelque part ils sont au chômage, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les villes. Mais l'univers de la ville est beaucoup plus violent que l'univers du village, de la campagne. Dans un village, traditionnellement, les gens se connaissent. Alors, vous savez qu'un village dans la campagne, c'est pas toujours très unifié. Il y a des hameaux qui sont répartis parce que les champs, ils sont répartis et ils créent un espace assez important. Mais on va quand même se réunir dans le centre du village, où il y a la mairie, où il y a l'église, où on va donc se retrouver de temps en temps. Et puis ensuite, chacun va dans sa ferme travailler sa terre. Bon. Comme tout le monde se connaît, on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut pas. On est obligé de respecter un certain nombre de contraintes morales, d'éviter de faire trop n'importe quoi, parce que sinon on va se faire exclure quelque part de la société du village. Quand on arrive en ville, c'est l'inverse. Là, on est anonyme.
on est l'un parmi la masse. Ce qui peut faire en sorte qu'on va pouvoir plus facilement voler ou faire du crime, etc. Parce qu'on va se perdre dans la masse, personne ne va savoir qui on est. Mais ça va aussi entraîner une baisse des solidarités de village. Et quelque part, tout le monde va se sentir un peu en insécurité. Parce que d'une part, le crime va augmenter, et d'autre part, les solidarités qui existent dans les villages vont disparaître dans les villes. Bon, ces gens-là aussi se font concurrence pour essayer de trouver du boulot. Et le boulot, il n'y en a pas tant que ça. Parce que forcément, la mécanisation fait qu'on a moins besoin de main-d'œuvre. Donc, les premières phases de la révolution industrielle, c'est des phases où le niveau de vie va se dégrader pour les classes les plus pauvres. Ça aussi, il faut bien comprendre. Le niveau de vie va se dégrader pendant au moins 50 ans, voire plus. D'après Paul Béroc, son livre Des victoires et des déboires, les salaires en Angleterre de 1809 sont 10% inférieurs au salaire de 1789, donc de 20 ans auparavant, qui sont eux-mêmes 9% inférieurs au salaire de 1750-1754. Donc, en fait, entre 1750 et 1810, à peu près, donc 60 ans, on a une baisse continue du niveau de vie des classes populaires, qui sont liées au fait que de l'usine, de la mécanisation, ce n'est qu'à partir de 1821 qu'on va avoir des salaires qui vont commencer à augmenter. Et l'Angleterre, c'est le pays le plus en avance dans la révolution industrielle. Si on regarde en France, on va avoir des baisses qui vont se poursuivre jusqu'en 1830, 1840, et les salaires vraiment ouvriers ne vont augmenter qu'après cela. Et c'est un peu pareil quand on regarde dans d'autres pays. Donc on passe toujours par une phase de baisse des salaires au début. Alors c'est de la phase où les profits, eux, vont être très importants, bien sûr, puisque des salaires faibles vont entraîner beaucoup de profits, beaucoup d'investissements, certes, donc très forte croissance économique, mais finalement cette croissance économique ne va pas du tout profiter à la masse du peuple en raison des transformations du travail, le fait que les ouvriers ne possèdent plus le capital avec lequel ils travaillent, ils n'ont plus aucune autonomie, ils sont soumis aux ordres du chef d'entreprise. Par ailleurs, la révolution industrielle, c'est aussi de nouvelles lois, et ces lois vont interdire les grèves, vont interdire les syndicats ouvriers. Alors c'est notamment le cas de la loi Le Chapelier de 1791. La loi Le Chapelier vise à détruire les corporations. Donc les corporations, c'est la manière dont on travaillait au Moyen-Âge, c'est-à-dire concrètement, si on voulait être un ouvrier, en fait, il fallait qu'on intègre une corporation. Donc il fallait qu'on intègre la corporation des tisserands, la corporation des forgerons, etc., pour travailler dans les villes. Les villes étaient organisées autour de ces corporations. Et intégrer une corporation, ça voulait dire aussi bénéficier d'un certain nombre de droits. Ça voulait dire être protégé. Ça voulait dire aussi que toute personne qui faisait votre travail, mais qui ne faisait pas partie de la corporation, n'avait pas le droit de le faire, ce travail. Donc, en fait, la corporation supprimait la concurrence. Et sans concurrence, eh bien, on peut augmenter les prix et on peut maîtriser, en quelque sorte, tout le processus de production. Les corporations, c'est aussi des lieux où on transmettait des savoirs, des savoir-faire. C'est-à-dire que c'est là où se produisait l'essentiel des innovations dans tous les domaines industriels. Du point de vue des révolutionnaires, ces corporations allaient à l'encontre du libéralisme économique, de l'idée qu'on pouvait laisser les individus libres de travailler. Souvenez-vous, c'était déjà une idée très présente chez les physiocrates, et c'est aussi une idée présente chez les économistes classiques. Et donc on considère que ce n'est pas du tout sain d'avoir des systèmes qui interdisent la concurrence. Donc on va les supprimer. On va donc interdire les rassemblements de métiers, le fait que des entreprises différentes puissent collaborer et s'entendre, notamment sur les prix et les modes de production. C'est d'ailleurs toujours aujourd'hui le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autorités de la concurrence sanctionnent toute entente entre producteurs qui vont s'entendre sur des prix, qui vont s'entendre sur des manières de produire. Les producteurs sont censés se combattre en quelque sorte sur le marché. Mais en interdisant aux producteurs de s'entendre et de s'organiser sous forme de corporation, donc on démantèle les corporations, on crée un marché libre en quelque sorte, un marché concurrentiel, mais par le fait des choses, on interdit aussi aux ouvriers de se rassembler. Et donc on interdit les syndicats ouvriers. Alors je dis tout à l'heure que c'était dans les années 1880, je me suis trompé, c'est jusqu'en 1864 que les syndicats ouvriers sont interdits.
Et le droit de grève, donc, a priori, ne sera autorisé que sous la Troisième République. J'avais inversé les deux choses, donc j'ai eu une erreur tout à l'heure. Donc les syndicats seront à nouveau autorisés en 1864. Les syndicats seront autorisés, mais les ententes, elles, resteront illégales. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La loi Le Chapelier ne fait pas de distinction entre les ententes des ouvriers et les ententes des industriels. Bon, alors, très brièvement, parce que ça va être l'heure, Karl Marx, eh bien justement, lui, va chercher à construire une théorie. Cette théorie, elle va, pour Marx, déboucher sur des préconisations politiques, sur un travail de militantisme. Donc, mais je l'ai plus ou moins dit, il va utiliser, bon, d'abord c'est un philosophe, il a fait une thèse de philosophie, un doctorat de philosophie, et il va chercher à développer une pensée qu'il va donc mettre au service des travailleurs, de la classe ouvrière. Et donc on comprend bien que dans ce milieu du 19e siècle, un milieu extrêmement violent sur le plan social, où on s'aperçoit que la misère est extrêmement importante, et bien sûr qu'elle a arrêté de diminuer, on va dire en 1848, on commence à voir à peine les niveaux de salaire des ouvriers qui augmentent. Mais du point de vue des gens de cette époque, c'est pas du tout ça qu'ils voient. Ils voient des gens très très riches, parce qu'évidemment, les classes supérieures, elles s'enrichissent beaucoup, et puis une masse de personnes extrêmement pauvres, et qui se sont beaucoup, dont les conditions de vie se sont beaucoup dégradées par rapport à celles d'avant la révolution industrielle. Et donc ils en déduisent finalement que ce système-là, c'est un système oppresseur, le capitalisme. Et donc c'est un peu cette idée qui est dans l'air du temps. Marx n'est pas le seul à le dire. Il y a de très nombreux intellectuels qui le dédisent. Et Marx, lui, va essayer de construire une théorie que nous allons voir maintenant, enfin la prochaine fois, la semaine prochaine, qui va chercher justement à répondre à cette misère et à réussir à penser le capitalisme comme un système d'oppression et non un système de libération des gens. Donc c'est un peu ça que va se donner Marx. L'objectif va se donner Marx, qui va chercher à démontrer les limites du capitalisme et les raisons pour lesquelles il faudrait changer de système. Voilà, donc c'est un penseur révolutionnaire, mais qui du coup, petit teasing pour la semaine prochaine, va du coup penser la croissance et la décroissance. C'est-à-dire concrètement, il va montrer les limites de la croissance du capitalisme. Voilà, il est bientôt l'heure, il est 57, on va s'arrêter là, le temps que vous changez de salle. Moi aussi j'ai cours tout à l'heure. Et donc à la semaine prochaine.